Donc voilà, je me présente, donc Nicolas Bras, donc, musicien, multi-instrumentiste et fabricant d'instruments de musique à partir de tout et de rien. Donc si je décris un peu déjà mon cursus, moi je viens de la musique, de la formation classique, donc des tout petits, des 5 ans, passé par la guitare, passé par les percussions. Après je suis passé par les percussions traditionnelles, donc je suis parti apprendre un petit peu en Afrique les polyrythmies, je suis parti apprendre en Inde les tablas, j'ai beaucoup travaillé en tant que percussionniste. Et je suis musicien intervenant en milieu scolaire. Je ne sais pas si vous connaissez ce métier. Il y a des études qui s'appellent le DUMI, donc diplôme universitaire de musicien intervenant. Donc c'est 2 ans d'études qui permettent d'aller bosser dans les écoles maternelles et primaires. Donc c'est un peu là-bas que j'ai attrapé le virus, c'est-à-dire que les 2 premières semaines de cours, c'était... peut-être que je parle dans le micro, parce qu'il y a un peu de bruit ambiant. Ça va ? Donc en fait, voilà, les 2 premières semaines de cours, c'était fabriquer 150 instruments. Donc c'était à peu près mes 150 premiers instruments. Donc beaucoup d'objets sonores en fait, c'est-à-dire d'instruments qui ne nécessitent pas de technique instrumentale pour jouer. Donc où un concertiste ou un diplômé de conservatoire national va jouer exactement de la même façon qu'un enfant de 5 ans. C'est-à-dire ça peut être un petit carré de tissu avec des coquillages à l'intérieur, donc il suffit de le frotter, de le malaxer, de le secouer, de le balancer par terre. Et donc d'explorer un peu les sonorités bruitistes avec ce genre d'objet, pouvoir commencer à faire de la musique directement ensemble. Et puis voilà, j'ai continué ce travail-là jusqu'à arriver à maintenant un peu plus de 300 prototypes d'instruments différents en stock. Donc voilà, les matériaux de récupération, à la base, c'était pas une volonté de faire du verre, de faire de l'écologique. C'était parce que j'avais ça sous la main, que c'était pratique, que c'était facile à travailler, que si j'en ratais un, c'était pas très grave, parce que de rater une flûte en ébène, ça peut poser un problème financier, alors que de rater une flûte en PVC, bon, le portefeuille s'en remet, quoi. Et puis bon, j'ai pris goût au détournement d'objets au fur et à mesure. Et donc maintenant, je travaille plus qu'avec ces matériaux-là, même si maintenant je pourrais me mettre en matériaux traditionnels, mais c'est des matériaux qui permettent une plus grande invention, je trouve. Donc si je vous en présente quelques-uns, j'ai beaucoup travaillé sur les instruments à vent, sur la plomberie, vous pouvez le voir. Donc les instruments à vent, en fait, vous connaissez les 3 familles d'instruments, les percussions, les cordes, les vents. Les vents sont ceux qui permettent d'avoir le meilleur résultat, je trouve, avec les matériaux de récupération. Parce que sur les cordes, c'est la corde qui vibre, donc c'est elle qui produit le son, et ensuite elle passe par un résonateur. Sur les percussions, en général, c'est l'objet ou la membrane qui résonne. Sur les vents, c'est l'air. Donc a priori, il y a le même air dans un bout de plastique que dans un morceau d'argent. Donc normalement, une flûte en plastique devrait sonner à peu près pareil qu'un morceau d'argent. Merci. Essayez de trouver la bonne flûte. Voilà. Donc une flûte traversière en goulotte électrique, donc voilà, qui sert normalement à faire passer les fils électriques dans les murs, avec un petit bout de tringle à rideau pour faire le bouchon. Et donc si on regarde physiquement parlant, c'est juste un récipient avec de l'air dedans. C'est-à-dire que si on s'en tient vraiment au point de vue physique, la matière ne rentre pas en compte dans le son. Les seuls éléments qui jouent, c'est la géométrie de l'objet, c'est-à-dire vraiment sa forme, ses trous, les diamètres des trous, le diamètre interne, vraiment sa forme. La facture du biseau, c'est-à-dire les flûtes, je ne sais pas si vous savez, toute la famille des flûtes fonctionne avec des biseaux, c'est-à-dire c'est une arête, un angle, alors peu importe l'angle, la forme de l'angle, contre lequel l'air vient se casser en deux. C'est-à-dire que si je vous prends un petit bout de tuyau par exemple, ça, hop, voilà, un petit bout de tuyau tout à fait quelconque. Il y a plusieurs façons de le faire sonner. Si vous voulez le faire sonner comme une flûte, alors il y a la technique de la flûte de Pan, un bouchon au fond, et vous soufflez contre le rebord du tuyau. Et là, ce que je fais, c'est je viens casser mon air sur l'angle intérieur du tuyau. Il y a une partie de l'air qui sort, une partie de l'air qui rentre dans le tuyau. C'est-à-dire que si j'empêche l'air de sortir, il se passe beaucoup moins de choses que si je viens souffler dedans. Une autre technique, c'est la technique de la flûte oblique, où on vient souffler sur le côté comme ça, et même chose, on projette son air sur le rebord.
en ouvert ou en bouché. Voilà, ça c'est en gros le principe des flûtes. Donc à partir du moment où on a un angle, on va pouvoir faire un sifflet. Donc en gros les familles de flûtes que vous connaissez, donc la flûte de Pan, la flûte. Alors la flûte oblique, je ne sais pas si vous connaissez ces instruments, c'est des choses qui sont jouées, qui sont beaucoup jouées en Europe de l'Est, qui sont jouées dans les Balkans, qui sont jouées en Turquie. C'est les flûtes ney, les flûtes cavales de Bulgarie. Donc c'est des flûtes qui se tiennent sur le côté. Là, ça c'est une embouchure, c'est mon embouchure de flûte oblique. Alors il faut être indulgent sur mon jeu de flûte oblique, j'ai découvert il y a 3 mois comment on faisait pour souffler dedans, donc c'est pas encore au point. Bon, aujourd'hui ça va marcher. Donc voilà, principe de la flûte oblique, donc, qui se tient donc, en oblique, comme son nom l'indique. La flûte de Pan, que vous connaissez avec des tuyaux fermés. La flûte traversière, qui comme son nom l'indique se tient de travers. Donc où là, même chose, on projette son air sur le biseau, qui est en fait la partie opposée du trou. C'est-à-dire que si on souffle n'importe comment, ça ne marche pas. Il faut former la bouche pour bien projeter l'air sur le biseau. Puis ensuite... Voilà. Après, finalement, donc, comme je vous disais, le plastique va, avec le même travail, va sonner à peu près aussi bien que les autres matériaux. Alors la seule chose qui peut influer quand même, parce qu'il y a quand même une petite influence, c'est ce qu'on appelle le lissage de la paroi interne. C'est-à-dire en gros le grain de la matière. Si c'est très très lisse, on ne va pas avoir tout à fait le même timbre que si c'est un petit peu poreux, un petit peu rugueux. Donc voilà, en général, il faut que ce soit quand même plutôt lisse. C'est-à-dire que même dans les flûtes traditionnelles qui sont un petit peu poreuses à l'intérieur, on va avoir le bambou, le roseau. Et en fait, moi de ce que j'ai essayé, le PVC ressemble beaucoup au bambou et au roseau. C'est-à-dire que quand je fais des reproductions de flûtes en bambou avec du PVC, j'ai exactement le même timbre. Alors quand je fais une reproduction de flûte métallique, c'est pas exactement le même. Il y a quand même une petite différence de son. Voilà, c'est le seul endroit où la matière va changer quelque chose. Mais par exemple, les fabricants de flûtes qui fabriquent des têtes en or pour les très grands flûtistes, voire des flûtes complètement en or, bon, ça malheureusement c'est pour leur faire plaisir en fait. C'est-à-dire que c'est un peu... ce qui est reconnu physiquement, c'est l'effet placebo. La flûte est plus belle, donc on joue mieux. Il n'y a pas un effet de fréquence propre de la matière qui pourrait changer entre un métal et du PVC? Bah, en fait, un instrument à vent ne vibre pas. C'est-à-dire que la matière vibratoire de l'instrument à vent, c'est le vent. Enfin, c'est l'air. C'est la colonne d'air qui est à l'intérieur et à proximité des ouvertures. Mais en fait, la matière ne vibre pas. Même pour les instruments de la famille des cuivres, par exemple, les trompettes, on a longtemps pensé, par exemple, que le son cuivré, je ne sais pas si vous voyez le son cuivré, vous imaginez un trombone qui joue à fond à côté de votre oreille, cet effet d'espèce de saturation dans le son, on a longtemps pensé que c'était le pavillon qui se mettait en vibration, et il y a 20, 30, 40 années, il y a eu des recherches qui ont été faites, et qui expliquent qu'en fait, cet effet de saturation, il se passe dans le premier tiers cylindrique de l'instrument, et pas du tout au niveau du pavillon. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je peux me faire entendre, mais le PVC cuivre très bien en fait aussi. Donc, c'est des mots qui ont du mal à s'adapter aux découvertes actuelles. C'est comme la famille des bois et des vents, c'est-à-dire que voilà, le saxophone est un bois, alors que le didgeridoo qui est en bois est un cuivre, donc c'est vraiment des mots. Donc là, voilà, par exemple, si je prends un bout de plastique et que je l'embouche comme une trompette, je peux jouer de la trompette, et si je souffle fort, retrouver ce son cuivré. En fait, pourquoi mon bout de PVC, malgré qu'il soit court et pas fait comme une trompette cuivre, c'est qu'en fait ça se passe vraiment dans la partie cylindrique. Donc là, si j'avais le même PVC mais de 2 mètres ou 3 mètres de long, vous auriez le trombone triple forté à s'y méprendre.
Donc voilà, ça se passe vraiment dans la forme cylindrique de l'instrument. C'est-à-dire que les cuivres, normalement, sont coniques, plus ou moins coniques selon les instruments, mais ont une forme globalement conique. Et donc, voilà, par exemple, le bugle, qui est lui complètement conique du début à la fin, cuivre très difficilement. Alors que la trompette, qui est cylindrique sur tout le premier tiers de l'instrument, elle va cuivrer beaucoup plus facilement. Oui. C'est pas des matériaux. Ouais. Est-ce que vous avez pu essayer de faire ce type de travail-là avec des tubes en cuivre Ouais. Si ça existe de cette dimension-là, des tubes en cuivre. Si, ça existe. C'est juste un petit peu plus raide pour le porte-monnaie, mais ça existe. Et pour retrouver ce son-là, ce timbre-là d'une belle flûte en argent. Oui, avec le métal, effectivement, on va retrouver des sons plus proches de la flûte traversière classique. On va avoir un son un petit peu plus brillant. Après, ça peut être le cuivre, ça peut être le laiton, ça peut être l'inox, à partir du moment où c'est un métal poli, quoi. Donc, après, le problème du cuivre tel qu'il est dans la plomberie, c'est que sa réaction à la salive n'est pas terrible, c'est-à-dire qu'il s'oxyde assez vite et il peut devenir assez vite toxique. Donc c'est vrai que les embouchures directes en cuivre de plomberie, j'essaye de les éviter au maximum. Oui. Est-ce que c'est possible de polir l'intérieur d'un bout de PVC pour obtenir le même timbre qu'une flûte traversière? Alors de le polir, je pense pas, parce que c'est quand même lié vraiment à la qualité de la matière elle-même. Par contre, de le vernir, je pense que oui. Ouais. Je pense que si on pouvait couler un vernis qui puisse reproduire le lissage d'un métal, je pense qu'on obtiendrait. Après, sachant que, en fonction des instruments, ça peut aller de un petit peu sensible à pas du tout sensible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... c'est vraiment une petite différence. Ouais, il y a de plus en plus d'instruments en plastique qui sont faits. Le truc, c'est qu'en général, il y a aussi un effet sur le facteur, c'est-à-dire que le facteur d'instrument qui a un instrument en plastique dans les mains va moins le travailler. C'est des matières qui sont déjà... Là où ça peut changer quelque chose, c'est que la matière est plus difficile à travailler précisément. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas la même chose avec un coup de lime dans du plastique que dans du métal. Ça ne se travaille pas de la même façon. Donc je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, il y a après un temps de travail du facteur d'instrument et une précision dans le travail qui peut là jouer sur la qualité de l'instrument. Et justement, je parlais du ney tout à l'heure, ces flûtes en bambou, type ney ou shakuhachi japonais, Ouais. il y a quand même, le bambou, il y a quand même une différence. En fait, très très peu. Je me souviens une de mes premières flûtes, c'était une flûte bande-souris, les flûtes basses en bambou qui sont jouées en Inde, les grandes flûtes traversières en bambou. Et alors j'avais fait une reproduction en un quart d'heure avec ma perceuse et mon bout de plastique. Et j'ai fait essayer cette flûte bande-souris à un joueur de flûte qui travaillait cet instrument depuis 10 ans et qui avait été chercher sa flûte, lui, dans les montagnes d'Inde du Nord. Il avait presque attendu 5 jours sur les genoux devant la baraque du mec pour l'obtenir. Et il a passé 20 minutes à essayer tous les doigtés, toutes les fourches, toutes les inclinaisons. Puis il me l'a rendu l'air un peu dépité en me disant j'entends pas la différence avec la mienne. Et voilà, et il m'a dit voilà, sous les doigts c'est pas du plastique, mais à l'oreille il n'entendait pas la différence. Et c'est vrai que moi cette flûte-là je l'avais faite à partir d'une flûte en bambou. Et encore maintenant où j'ai travaillé la flûte, où j'ai travaillé les différentes flûtes, je prends ma flûte en bambou, j'hésitais à la ramener d'ailleurs, la flûte en bambou et la flûte en PVC pour faire un blind test, c'est impossible de discerner laquelle est laquelle. Mais après, je pense que pour le coup, l'effet placebo, comme tu dis, a un vrai rôle. Parce que oui, je pense. C'est ça, c'est que lui, il n'aurait pas échangé sa flûte contre la mienne de toute façon, parce que ça n'a pas la même histoire, ça n'a pas la même vie, c'est un objet qui a été vivant. Moi, je suis très très grand fan d'instruments traditionnels, et c'est vrai que dès que je peux en acquérir un, en découvrir un, ou aller en chercher un, voilà, c'est pas parce que je peux finalement tous les faire que je vais pas prendre plaisir à avoir des vrais instruments aussi. Après, juste je les ramène pas sur scène parce que ça détonne un peu avec l'ambiance, mais quand je suis sur d'autres projets où j'ai pas besoin d'être un récupérateur fou, j'en profite pour sortir mes belles guitares. Mais bon, quand je peux pas, je ramène mes guitares en latte de lit. Donc voilà, en gros, dans les différentes familles aussi, il y a une famille dont je vous ai pas parlé. Une autre famille de flûtes, c'est la famille des flûtes à bec, des flûtes à conduit. Où là, je vais en parler parce que j'en joue beaucoup. Donc là, le principe, c'est qu'il y a toujours un biseau, donc c'est la petite pente qui est ici travaillée à la lime.
Sauf que là, il n'y a plus de travail d'embouchure à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à former la bouche pour envoyer l'air, il y a un système qui le fait à notre place. Donc en fait, il y a juste un petit conduit, donc il suffit de souffler par là, là l'air passe entre le bouchon et le couvercle, ça crée un petit chemin qui va de là, qui ressort ici, et qui le projette directement en ligne droite et bien rangée sur le biseau, et qui va faire le sifflet. Donc là, il suffit d'envoyer de l'air, et c'est le système, c'est le conduit qui fait le travail, quoi. Donc voilà, même chose, si j'empêche l'air d'arriver et de se fractionner sur le biseau, il ne se passe plus rien. Donc ce qui est intéressant avec les flûtes à bec, bon là c'est assez inspiré du whistle irlandais, le low whistle. Je peux jouer traditionnel irlandais. Ça marche à l'irlandaise. Je peux jouer. Je peux aussi sortir de l'irlandais. Et donc ouais, ce que j'aime beaucoup avec les flûtes à bec, les flûtes à conduit, c'est que du coup, comme c'est une embouchure qui se fait tout seul, on peut les multiplier. C'est-à-dire là par exemple, celle-là qui est très inspirée des flûtes natives américaines. Je ne sais pas si vous connaissez ces flûtes. Donc là, vous voyez, avec un système un peu rustique, où je peux souffler d'un côté, ça envoie de l'air dans cette flûte-là, de l'autre côté, ça envoie de l'air dans l'autre, et si je prends ça dans la bouche les deux en même temps, j'envoie de l'air dans les deux. Donc là, j'en ai une percée, qui va jouer, donc, qu'on appelle en langage de cornemuseux, de musicien traditionnel, c'est le chanteur. J'ai toujours du mal à trouver le truc. Là, en soufflant ici, j'ai le même son qu'en venant souffler directement proche du sifflet. Donc je peux rallonger, je pourrais être au bout de la pièce et le faire sonner pareil. J'ai déjà mis des rallonges jusqu'à 10-15 mètres. En fait, ça résiste très très peu, donc ça peut permettre de faire des instruments comme ça, en tirant ça dans toute une pièce. J'étais à un seul endroit et en fonction de là où je soufflais, ça sortait de partout. Et donc là, avec les deux, si je souffle dans le bourdon, donc le bourdon c'est celle qui n'a pas de trou, qui est condamnée à faire une seule note. Tout seul, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais ça permet en soufflant dans les deux. Ça permet d'avoir le bourdon et la note en même temps. Donc ça, voilà, des flûtes doubles, c'est des choses qu'on retrouve dans les instruments traditionnels. Après, l'avantage du PVC, c'est qu'on peut... On n'est pas obligé de s'arrêter pour des histoires de poids ou de forme. Là, je l'avais montré à un copain qui fabriquait des flûtes multiples. Il m'avait dit, mais jamais je ferai un truc comme ça en bois, ça va peser 35 kg, ça va me prendre un an. En PVC, c'est facile. Donc la même chose, une embouchure et 4 flûtes qui vont sonner. Donc le chanteur, la flûte à l'unisson, la flûte, alors si je vous parle en jargon de musicien, à la quarte inférieure et à l'octave inférieure. Donc en gros, ça me fait une espèce de cornemuse, mais en flûte à bec. La cornemuse non. Donc voilà, pour les flûtes à bec, pour la famille des flûtes. Alors, en restant dans les vents, ce que j'ai ramené aussi, c'est la famille des anches. La famille des anches, c'est tout ce qui est la clarinette, le hautbois, le basson, le saxophone. Sauf que, bon, à part monter un bec de saxophone sur un bout de tuyau, on ne peut pas vraiment fabriquer des anches, c'est un peu compliqué. Puis surtout, je ne sais pas jouer d'un saxophone ni d'une clarinette, donc je n'ai jamais trop essayé. Par contre, moi j'ai exploré le système du klaxon de voiture, en fait, des cornes de brume ou des choses comme ça, alors qui n'est pas un instrument de musique reconnu à sa juste valeur, je trouve, dans le monde de la musique actuelle.
Mais donc en gros, voilà, le système, c'est encore une fois, il n'y a pas de travail d'embouchure, c'est-à-dire qu'il suffit de souffler dedans. Donc ça permet aussi de tirer des rallonges de 10 mètres et ainsi de suite, enfin, bon, comme j'aime bien. Donc le système, c'est voilà, un bout de plomberie, il suffit de souffler dedans. Là, c'est fermé ici. Donc en fait, ce bout de tuyau-là, il ressort, c'est lui qui ressort ici. Et là, cette pièce-là est fermée. Donc quand je souffle par ici, la seule échappatoire de l'air, parce que l'air essaye toujours de s'échapper, il veut s'échapper par là, par le trou qui est là. Donc si je l'empêche de s'échapper avec un bout de gant en vinyle, je crois, pas en latex, là du coup, qu'est-ce que l'air va faire? Il va soulever la membrane et il va rentrer dans le tuyau qui est là. Sauf que comme la membrane est élastique, elle va se replaquer, l'air va la ressoulever, elle va se replaquer, et on va avoir un battement, donc on va avoir une fréquence, donc on va avoir un son. On reconnaît un peu le klaxon d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on appelle une anche molle. Donc voilà, c'est pas une anche simple, ni une anche double, ni une anche libre, c'est une anche molle. Donc molle, pourquoi? Parce que sa tension va nous permettre de changer la note. Bon, c'est toujours pas très musical. Donc la solution, c'est de la coincer. Hop. Et là, du coup, j'ai mon objet qui est déjà accordé, donc je peux l'accorder, hop, tendant un peu plus. Et là, du coup, il va être accordé donc un petit peu avec la membrane et beaucoup avec la longueur. C'est-à-dire que là, il est très court, donc il a un son très aigu. Par rapport à ce que ça peut être. Si je lui mets une rallonge, par exemple d'1,60 m, là, tout de suite, on descend un peu plus grave, quoi. Donc voilà, là, on a gros diamètre, gros son et une seule note. Après, toujours dans la même famille, on peut aller chercher le petit frère. Donc même principe mais en plus petit, avec du PVC pression et toujours de la goulotte électrique, toujours le même gant. Et donc là, comme il est plus petit, on a le klaxon de mobilette, donc qui est toujours pas musicalement toujours pas très intéressant. Mais du coup, si on lui rajoute un bout de tuyau, là on est dans des longueurs qui permettent à la main humaine de boucher des trous. Donc là tout de suite, là ça commence à être un instrument de musique. Ouais, moi je l'entends assez proche de la clarinette basse, celui-là. Mais clarinette basse. Donc on reconnaît quand même la famille des anches en fait. On entend bien que c'est pas une flûte, mais c'est un timbre un petit peu différent. On peut aussi s'amuser si je vous fais entendre. Là, je lui avais fait une rallonge d'octave en fait. Bah tiens, je peux en profiter pour vous expliquer le principe des trous. Parce que tout le monde ne sait pas comment fonctionne un trou d'instrument avant. Parce que ça a l'air simple comme ça, mais en fait, tant qu'on ne s'est pas posé la question. En fait, le principe, c'est qu'un instrument avant, sa fréquence n'est pas du tout définie, donc sa fréquence et sa hauteur, s'il est aigu ou grave, c'est pas du tout défini par son diamètre, c'est uniquement défini par sa longueur. C'est-à-dire que le diamètre, en fait, va servir à équilibrer la note, c'est-à-dire que si j'avais la même chose, mais en diamètre 100, il ferait la même hauteur, sauf qu'il aurait un son lamentable. Donc, en fait, c'est fait pour équilibrer. Si c'était plus fin, par exemple, je pourrais pas aller chercher la note grave, ça serait pas assez large pour vibrer sur des fréquences graves. Et donc en fait le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre un trou, si on fait simple, c'est comme si on mettait un coup de scie dans le tuyau. C'est-à-dire que si mon tuyau était sans trou, j'aurais cette note-là. En ouvrant ici, c'est comme si je mettais un coup de scie à cet endroit-là. En ouvrant ici, même chose, je rajoute un coup de scie. Et donc plus on ouvre les trous, plus on raccourcit le tuyau, donc la colonne d'air vibrante, donc plus on va avoir un son aigu. Donc, sauf que du coup, voilà, les trous, c'est un système vachement plus simple que de découper et de recoller à chaque fois qu'on veut changer de note. Mais il y a des instrumentistes qui devaient faire ça il y a encore pas très longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez le corps d'harmonie, le corps dans l'orchestre classique, quoi.
truc enroulé sur le côté comme le corps de chasse mais avec des pistons, avec des clapets d'ailleurs. Et en fait, longtemps, il n'a pas eu de clapet. Donc c'était juste un corps comme un corps de chasse, donc il pouvait juste jouer les sonneries de chasse, et en fait, du coup, ils avaient 11 petits bouts de tuyaux qui sont des rallonges, et chaque fois que l'orchestre modulait, ils devaient mettre une mesure de pause pour aller rajouter une petite longueur de tuyau et pour pouvoir changer de note. Et ils mettaient aussi le point à l'intérieur de l'instrument pour avoir quelques demi-tons. Mais du coup, voilà, c'était des instruments qui n'étaient pas... Et donc, en fait, au lieu de mettre toutes ces petites rallonges, je ne sais pas si vous connaissez le système des pistons dans les cuivres, le système des pistons, en fait, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que soit ça laisse passer l'air tout droit, soit on appuie, ça fait une dérivation et ça rajoute un petit morceau. Et donc, voilà, sur une trompette, le piston du milieu rajoute un petit morceau qui fait un demi-ton, le piston de devant rajoute un morceau un peu plus long qui fait un ton, celui-là rajoute un ton et demi, et en faisant des additions avec ces différents pistons, on peut arriver à pouvoir changer. On a 7 positions différentes qui permettent d'avoir le bon nombre de notes pour pouvoir tout jouer avec une trompette. Donc voilà un peu le principe. Parce que à l'époque baroque, on faisait aussi des cuivres avec des trous. C'est la famille du cornet à bouquin, du serpent, des choses comme ça. Sauf que si vous allez écouter un cornet à bouquin, ça a un son atroce. Mais vraiment, vraiment atroce. Et en gros, voilà, si je prends ma flûte nail et je vous en joue comme une trompette, ça va faire un cornet à bouquin. Voilà. Et c'est pas loin de ça en fait. C'est malheureusement... J'avais voulu en fabriquer et puis quand j'ai entendu ce que ça donnait... Alors il y a une exception, il y a le serpent, qui est la grosse version, qui est un instrument magnifique d'ailleurs, tout en ébène comme ça, avec une forme de S, avec des trous ici. Et si vous allez écouter Michel Godard, qui joue du tuba et donc qui joue du serpent et qui en joue dans des contextes de musique de jazz qui en joue incroyablement bien. Mais là pour le coup je pense que c'est lui qui fait tout à la bouche, parce que je l'ai déjà écouté dans la bouche de musiciens baroques, ça sonne pas comme ça. Il n'y a vraiment que lui. Donc voilà, famille des anches. Encore le plus petit. Alors là, si tu changeais de membrane, c'est du sac plastique. Du coup, ça change encore le son. On a un son assez doux. On peut avoir aussi l'équivalent bombarde bretonne. Et puis en jouant aussi sur la tension de la membrane, on peut arriver à avoir des sons... Bon là on a des sons un peu plus... Donc là on retrouve un petit peu plus le son du hautbois, je trouve. On est entre le hautbois et la clarinette, un petit peu du doudou carménien aussi. Enfin, bon. Voilà. Famille des anges, donc voilà, moi c'est les seuls anges que je sais jouer de toute façon. Famille des cuivres. Famille des cuivres, il y a plein de trucs dans les cuivres. Moi je sais pas fabriquer de pistons non plus, voilà, je sais pas si vous avez vu, je suis dans des modes de fabrication assez simples. En général c'est de l'assemblage. Il y a du coupé, du collé, du percé, mais c'est à peu près tout. Et donc c'est beaucoup d'instruments, voilà, sans clé, sans mécanisme. Famille des cuivres, c'est un instrument que j'aime beaucoup qui s'appelle le didgeridoo. Je ne sais pas si vous connaissez cet instrument, donc une grande branche en bois d'eucalyptus sacrée par les différentes cérémonies et jouée par les aborigènes d'Australie. Donc bon là celle-là est un peu moins sacrée, un peu moins traditionnelle. Donc voilà, c'est pareil, si je le déplie, celui-là je crois qu'il fait 1 m, 1 m 70. Là la forme est faite pour pouvoir rentrer dans un sac plus facilement. Mais en fait, voilà, les nœuds comme ça, finalement n'influent pas sur le son. C'est-à-dire que tant qu'on conserve la même colonne d'air, c'est-à-dire qu'on garde un cylindre bien régulier, finalement on peut faire autant de tortillons qu'on veut ou le laisser droit, ça change absolument rien. C'est ce qu'on trouve dans les cuivres aussi, hein. On a les trompettes droites de l'époque médiévale avec le drapeau en dessous qui fait 3 mètres de long, et puis on a la version Miles Davis ou la version Don Cherry encore plus petite, qui sont sur les mêmes notes. Donc là voilà, principe du didgeridoo. Donc c'est famille des cuivres.
sauf qu'on utilise la note la plus grave du tuyau, qu'on n'utilise pas en général dans les cuivres. C'est-à-dire que si je souffle un peu plus fort, je vais retrouver les sonorités de trompette. On se rapproche un peu des cuivres, pas tout à fait, d'accord. Mais bon voilà, c'est pas des notes qui sont faites pour être vraiment jouées comme un clairon. On est vraiment sur cette note-là. Et normalement, les cuivres, je ne sais pas si vous avez vu les embouchures, ça forme une espèce de cuvette. Et en fait, cette cuvette sert de filtre harmonique, c'est-à-dire qu'elle permet de choisir seulement certaines harmoniques dans le son, et du coup d'avoir un son régulier. C'est-à-dire qu'un trompettiste, s'il souffle et qu'il bouge ses joues en même temps, il ne va pas se passer grand-chose, parce que l'embouchure fait office de filtre. Alors que là, il n'y a pas d'embouchure, c'est directement le tuyau. Donc en fait, il n'y a pas ce filtre, donc on va chercher les différentes harmoniques avec la forme de la bouche. C'est-à-dire que si je fais ma bouche, on va dire la plus grosse cavité possible, je vais avoir les harmoniques graves. C'est un peu comme quand on prononce des voyelles. Et si vous alimentez avec votre voix, vous faites juste une note A. Et qu'est-ce qui va changer entre un A et un O, finalement, comme c'est pas la hauteur, c'est la répartition des harmoniques. Donc la note la plus grave, c'est le O. Et O. Et si on monte, O. Je sais pas si vous entendez. Normalement, vous devez entendre une petite note qui se promène dans les aigus. On peut amplifier avec les techniques de chant harmonique. Enfin, c'est encore d'autres techniques. C'est un peu le même système là-dedans, sauf que c'est pas la voix, c'est le son de cuivre que produit les lèvres. Je peux aussi utiliser donc le sternum, les joues, la langue. Je peux utiliser ma voix, soit dans les médiums, soit dans les cris. Donc là je pousse juste des hurlements en fait. Sauf que voilà, dans le didgeridoo j'ai l'air un peu moins pareil. Et donc je sais pas si vous avez vu, ça se joue aussi avec une technique qui s'appelle la respiration circulaire, qui permet de respirer et de souffler en même temps. Si vous essayez, normalement c'est pas possible. Soit on souffle par la bouche, soit on inspire par le nez. Et faire les deux en même temps, ça marche pas, ça se coince ici. Avec la technique, ça peut se faire. Donc je peux continuer la démonstration pendant 20 minutes, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Donc, bon, en tout cas, ça fonctionne. Et l'idée de cet instrument-là, pourquoi il y a des tuyaux en plus, c'est que je me suis dit qu'au lieu de la cacher, cette respiration, parce que normalement un joueur de didgeridoo essaye de la camoufler, de ne pas respirer trop fort, de se moucher avant, là le but c'était de la sonoriser. Donc le tuyau de gauche est nasal. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ce son. Non, ce sont des enfants en bas âge. Un ballon. Ouais. En fait, c'est le poète-poète de Sophie la girafe. Vous savez, si vous l'éventrez et que vous récupérez juste la petite hanche, et que vous la montez au bout d'un tuyau, ça donne ça. Donc là, en fait, voilà, l'anche est à l'intérieur du cône. C'est fait pour être sonorisé. Et du coup, ça me permet de, quand j'inspire, il y a aussi une flûte que j'ai rajoutée, parce que en fait j'avais plus que des colliers doubles et que du coup il restait un trou. Qui marche aussi avec le nez. Voilà, toujours les choses qu'on peut se permettre avec ce genre de matériaux. Alors, je vérifie au niveau du temps. Qu'est-ce qu'il nous reste comme temps? J'ai un peu de temps pour jouer aussi. Ah oui. Ouais. Une demi-heure, ça marche. Ok, alors je vais vous montrer quelques cordes peut-être. Donc alors les cordes, là le vrai système de cordes, je l'ai laissé au luthier. Donc le système de faire une belle caisse en bois ou en matériaux nobles et d'amplifier acoustiquement le son, ça c'est des choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas travailler le bois, je ne sais pas choisir les essences.
Donc, moi j'ai utilisé deux systèmes qui sont soit la cellule, un micro qui s'appelle le piezo, qui est un micro contact en fait. C'est une petite pastille que vous collez contre un objet, et peu importe l'objet, si vous le collez contre une table et que vous tapez sur la table, le son va sortir, ça capte le mouvement direct en fait, ça capte les vibrations par le contact. Donc là par exemple, un instrument comme celui-là, qui se branche, là le micro est planqué derrière ce joli petit cache micro, et du coup voilà, là tout l'instrument est amplifié, c'est-à-dire que vous allez entendre tout ce que je vais faire, tout est en contact, en vibration, tout va résonner. Sauf que moi, bon, le son qui m'intéresse, c'est plutôt les cordes. C'est vrai que celui-là est tout de suite un peu moins riche. Donc là, voilà, ça c'est un système d'amplification qui permet d'amplifier les cordes en même temps que le reste de l'objet. C'est-à-dire que là, la corde traverse un bout de métal. Ensuite, la vibration se transmet donc au métal, qui se transmet au bois, qui se transmet au micro, qui se transmet au fil, et ainsi de suite. Bon, après c'est l'histoire de l'amplification, c'est moins compliqué, mais donc voilà. On peut amplifier les instruments à cordes comme ça, système du micro-contact, ou alors on peut utiliser le système du micro de guitare électrique qui est ici. Donc là du coup c'est des aimants en fait. C'est des aimants qui réagissent à la vibration des cordes métalliques. Donc ça marche qu'avec des cordes métalliques. Et là du coup, quand je pince la corde, c'est directement le métal qui vibre, qui met en vibration l'aimant, qui donc transmet au système électrique. Donc là par contre, et si j'étouffe les cordes, en principe, là, tout ça, c'est pas amplifié. Vous entendez pas dans l'enceinte? Un petit peu, mais du coup, c'est les chocs. C'est peut-être le micro, c'est surtout les chocs qui passent quand même, qui font quand même un tout petit peu réagir les cordes. Mais en principe, il se passe pas grand-chose. Et par contre, les cordes vont être son vraiment proche de la guitare électrique. Donc voilà, pour les systèmes de cordes. Après, à partir de là, finalement, les instruments à cordes, c'est les instruments les plus simples qui est, c'est-à-dire c'est uniquement un bout de corde tendu d'un point à un autre. Donc il y a l'épaisseur de la corde, la tension et la longueur. Et après, c'est tout ce qu'il y a comme principe acoustique. Par rapport au vent, où on a vu déjà 7 ou 8, la corde, c'est toujours le même principe, finalement, que ce soit un piano ou un arc, on va retrouver le même système. Après, c'est des histoires de résonateurs, c'est des histoires de technique, de est-ce qu'on les laisse à vide, est-ce qu'on met les mains dessus, est-ce qu'on met un archet, est-ce que... Mais voilà, le système de la corde, finalement, au niveau du principe, est très très simple. Là, c'est des cordes de guitare que tu as montées dessus? Là, c'est des cordes de guitare, oui. Ouais, c'est les plus simples à trouver, moi, je trouve. Et à quoi sert le bâton vertical? Celui-là, là? Ah oui, du coup, c'est vrai que je peux vous présenter un peu le... Alors, ces deux instruments, en fait, s'appellent la planche et la planchette. C'est qu'en fait, à la base, c'était la même latte de lit. Et voilà, en coupant la bonne longueur pour avoir ma planche, il me restait une chute, et je me suis dit, tiens, ça serait dommage de la balancer. Alors du coup, j'ai pris la chute, et voilà. Au début, je voulais mettre une seule corde, et puis c'était pas terrible. Alors, je me suis dit, tiens, je vais en mettre plein. Donc il me restait cette place-là, donc j'ai essayé d'en mettre le plus possible. Ça a fait 11 cordes, donc j'ai mis 11 cordes, et puis ça a fait un truc qui me plaisait. Donc je l'ai gardé. Donc celle-là, la planche, venait d'une découverte d'un instrument vietnamien qui s'appelle le Dan Bao, qui est un monocorde à harmonique. Donc en gros, si j'étouffe les cordes, je vais pas les si je vais les étouffer, hop, voilà. J'étouffe les cordes en dessous, il ne reste plus que cette corde là en diagonale. Et cette corde là en diagonale donc peut vibrer à vide. Et là la tige en fait me permet de la tendre ou de la détendre. Ça me permet de jouer sur la tension. Et après, en fait, au lieu de jouer uniquement la note fondamentale, je vais aller chercher les harmoniques de la corde. Donc les harmoniques, s'il y a des guitaristes dans l'assistance,
ce qu'on trouve sur la 12e case. En effleurant comme ça, en fait, on sépare la vibration en plusieurs parties. Ça date de Pythagore, cette découverte-là, avec son monocorde à réglette, où en gros il a découvert que là, quand je pince la corde, qu'est-ce qui se passe entre ce point-là et ce point-là, j'ai un faisceau qui vibre régulièrement comme ça. Bon, ça fait plus une espèce de jolie parabole, mais j'y arrive pas à le faire avec mes doigts. Si je coupe la corde en deux, c'est-à-dire que là, j'étouffe cette partie-là et que je mets mon bout de métal ici, c'est comme si j'appuyais dans une case de guitare, là je suis à l'octave. Donc 1 sur 2, c'est un rapport d'octave. Si je la coupe en 3, ce qui va m'amener à cette case-là, je vais avoir une autre note qui s'appelle la quinte. Si je la coupe en 4, et ainsi de suite, je vais avoir différentes choses. Et si je les pose avec l'harmonique, donc l'harmonique, en fait, au lieu de bloquer ici et de laisser juste cette partie-là vibrer, je vais l'effleurer avec le doigt et je vais créer en fait deux faisceaux symétriques. C'est-à-dire que quand je vais l'effleurer là, par rapport à ce qui se passait là, on dirait que c'est la même note, mais c'est pas le même son. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir une vibration régulière, comme je l'ai séparé en deux, on a deux vibrations comme ça, en symétrie par rapport au point. Si je le fais sur un tiers de la corde, donc je la coupe en un tiers, deux tiers, je vais avoir une autre harmonique. Si je la coupe en un quart, si je la coupe en un tiers, ça doit être par là. C'est plus difficile à avoir. Et un cinquième, et ainsi de suite. Donc en fait, je vais retrouver différentes harmoniques en fonction de comment je divise la corde. Donc c'est ces harmoniques-là que je vais utiliser avec le monocorde. Je vais les jouer en posant le petit doigt ici et en pinçant avec une baguette. Et du coup, j'ai ces notes harmoniques et en même temps, je peux jouer sur la tension. Là pour avoir le même son que les Vietnamiens, et en fait ça a un son, si j'étouffe ici, un son un petit peu trop typé et un petit peu pauvre. Donc en fait là les cordes en dessous résonnent par un phénomène qui s'appelle la sympathie. C'est-à-dire que la sympathie, c'est quand on a un son à proximité d'une corde accordée, si c'est le même son ou une de ces harmoniques, elle va se mettre en vibration par ce phénomène de sympathie. C'est-à-dire que là je les touche pas, éteint, je joue ça, j'étouffe celle-là, il reste mes autres cordes qui ont résonné par sympathie, donc qui vont créer cette espèce de résonance, cette espèce de son beaucoup plus. Qui vont créer une espèce de halo qu'on retrouve beaucoup dans les instruments indiens. L'instrument indien, en général, il y a 30 cordes dessus, il y a 3 cordes sur lesquelles on joue, et il y en a 25 qui résonnent en dessous. Là, je suis pas allé jusqu'au bout. Donc voilà, ça se joue avec ces harmoniques. Ça peut se jouer aussi, forcément, après, on peut les frapper. Ça s'appelle comme ça peut jouer comme une guitare slide. Le principe de la guitare slide, c'est voilà, au lieu de mettre les doigts dans les cases, on déplace un bout de métal. On trouve dans le blues, qu'on trouve dans le folk. Sonorité qui rappelle des choses. Voilà un petit peu pour cet instrument-là. J'avais ramené une percussion quand même, histoire de ne pas faire complètement dans les vents et les cordes, donc je vais vous la montrer. J'ai vu qu'il y en avait des versions un peu plus compliquées dans l'expo, donc vous pourrez aller comparer. Donc là le système, c'est de la tige filetée qui vient résonner. Donc c'est la longueur qui va donner la note qu'on obtient. Et donc voilà, en gros c'est un peu un système de cloche, c'est-à-dire que la tige filetée résonne et la boîte de conserve sert à la fois de résonateur et entre un peu en vibration aussi. C'est-à-dire que si j'étouffe la boîte, on a quand même vachement moins de résonance. Donc on a des notes uniques, et à partir de là, on a un petit clavier.
avec une résonance assez pure quand on attaque les tiges. Ce qui est intéressant aussi, même avec cette petite version, c'est qu'en fait on a 3 sons différents. On a donc le son de la tige filetée, on a le son du début de la boîte de conserve, un autre son, et on a le son de la boîte de conserve elle-même, qui là est vraiment un son de boîte de conserve. Donc on peut mélanger. Après, quand c'est un percussionniste à baguette qui fait ça, c'est vachement mieux. Mais, donc voilà un peu un système qui, du coup, lui, voilà, n'est pas une reproduction d'instruments traditionnels, parce qu'après, effectivement, on peut aller travailler sur les xylophones, les choses comme ça, mais c'est les choses qui m'intéressent moins au niveau de la recherche, parce que finalement, voilà, c'est des choses qui ont déjà été poussées au fond. C'est-à-dire qu'on a été chercher les bois qui sonnaient le mieux, on leur a trouvé la forme qui sonnait le mieux, et puis... moi j'en ai fait des xylophones avec des morceaux de palissade de jardin, mais c'est vrai que par rapport à un bois exotique extrait au cœur de l'arbre et sélectionné par les mecs dont c'est le métier, c'est vrai qu'on n'obtient pas d'équivalent. Alors que là c'est un autre son donc, qui du coup existe pour lui-même. Alors je vais vous jouer un petit peu de musique maintenant, parce que j'ai ramené toute mon installation, c'est dommage que ce soit que pour parler. Alors, je peux vous présenter aussi la machine que j'ai au pied. On la voit de plus en plus. C'est une machine qui s'appelle la Loop Station. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Ça s'appelle une pédale de boucle en français, qui permet en fait, quand j'appuie, d'enregistrer ce qui se passe, et quand je rappuie, de le mettre automatiquement en boucle, et donc de le faire tourner encore et encore. C'est-à-dire, par exemple, voilà, si je dis quelque chose dedans, et que j'enregistre, et que j'enregistre, et que j'enregistre, ça devient en boucle. Et que j'enregistre, voilà, et que j'enregistre. Une fois que c'est enregistré, je peux continuer à parler, j'enregistre, ça repart pas, et que j'enregistre, il faut que je rappuie, et que j'enregistre pour que ça réenregistre encore, et que j'enregistre pour que ça réenregistre encore, et que j'enregistre, voilà, donc ce qui sert absolument à rien pour parler, en fait, c'est pour ça que je suis pas servi jusque-là, et que j'enregistre, même aller plus loin, on peut la laisser allumer, c'est-à-dire que du coup, si la pédale reste allumée, en fait, ça continue à enregistrer, ça reste allumé encore et encore sur un petit moment, donc au bout d'un moment, en fait, les voix se superposent, au bout d'un moment, encore, les voix se superposent, c'est clair? Parce que sinon je recommence. Et donc voilà, en tant que conférencier, ça n'a absolument aucun intérêt. Par contre, en tant que musicien, c'est pratique, ça permet de venir tout seul avec un instrument et de pouvoir tous les jouer. Donc si je vous montre un petit peu à la voix, là j'ai 3 pistes différentes qui me permettent par exemple de rentrer une batterie. J'ai ma batterie. Ma basse. Je rentre ma guitare. Et après je peux orchestrer. Je vais garder juste ma basse, ma guitare. Voilà. En gros le principe, assez simple mais qui permet de pouvoir jouer tout seul. Et de pouvoir justement utiliser des instruments qui, en récital solo d'1h30, seraient un petit peu pénibles, genre la flûte à bec. Je dénigre pas la flûte à bec, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'un concert d'un mec avec une flûte à bec tout seul, je pense que c'est pénible. Alors, bon bah tiens, en parlant de flûte à bec, je vais vous jouer de la flûte à bec. Alors c'est une grosse flûte à bec. Oups, bon, c'est pas fragile. Alors c'est des flûtes que j'aime beaucoup, qui s'appellent des flûtes harmoniques. Alors la flûte harmonique, si je vous en montre une petite, en gros c'est en général des flûtes qui sont dépourvues de trous et qui sont très longues par rapport à ce qu'elles sont larges. Donc en fait du coup ça permet d'aller chercher beaucoup d'harmoniques dans les aigus en soufflant juste plus ou moins fort. Principe en fait du clairon ou du corps, on peut faire toutes les sonneries militaires. Sauf qu'à la flûte à bec, ça a un côté vachement moins militaire. Et en bouchant l'extrémité, ce qu'on ne peut pas faire avec le clairon, parce que si on le bouche, comme on le bouche déjà avec les lèvres, du coup, il ne se passe plus rien.
Là, en fermant l'extrémité, on a une autre gamme de notes. Voilà un peu le système des flûtes harmoniques sans trous. Là, on en a une avec des trous, qui du coup permet de jouer toutes les notes. Mais on a le même système, c'est-à-dire qu'on peut on peut descendre très très grave, ce qui fait quand même 1,80 m. Donc ces notes fondamentales sont là. C'est vraiment à la cave. Et en même temps, dans les aigus, sans ouvrir les trous, et après avec les trous. Ça me permet d'aller chercher toutes les autres notes. Donc si je vous en joue un petit peu. Donc oui, ce que j'aime beaucoup aussi avec ces bricolages, c'est faire des instruments. J'ai plusieurs instruments qui sont, on va dire, faits pour être joués avec cette machine. Donc, par exemple celui-là, où là c'est un ensemble de 3 instruments que je vous ai déjà présentés en version individuelle, mais qui est voilà, en un seul bloc, donc qui me permet de pouvoir j'ai choisi les sons, les accordages qui me plaisaient, et ça me permet d'avoir tout mon orchestre dans un seul instrument. Un peu de recul pour le didgeridoo.
permettent de devenir une flûte à coulisses. Ça devient aussi une super batterie.
instrument de musique, bouteille de shampoing. Voilà, sur un nouveau projet avec Marco qui est là. Donc voilà, on joue de ça ensemble en ce moment. Donc c'est un quintuple instrument. On a la flûte Peul, la flûte de Pan, le sifflet, la flûte harmonique et la flûte bouteille de shampoing, qui est tellement récente que ça sent encore le shampoing quand on la joue, et qui peut se jouer du coup.
celui-là, je vous en ai même pas encore parlé. C'est un petit masque africain made in Taïwan. D'ailleurs, c'est rien à voir avec la musique, mais j'ai été un peu choqué en commençant à le dépioter. C'est un carton à l'intérieur de ce truc-là. C'est pas du tout du bois. C'est un espèce de carton aggloméré, aplati, avec une couche de peinture. Si on enlève la couche de peinture, ça s'arrache avec le doigt. Mais bon, ça sonne quand même.